Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir à tous. Lors des départementales de mars dernier, la droite a réalisé le grand chelem. Les 21 cantons des Yvelines sont désormais à droite. Il y a donc aujourd'hui les gagnants et les perdants, les heureux et les déçus. Bienvenue dans le 62e numéro de l'Hebdo Politique. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Le 2 avril dernier, Pierre Bédier a été élu président du conseil départemental des Yvelines. Mardi prochain, les conseillers départementaux se réuniront à Versailles pour le débat d'orientation budgétaire et vendredi pour le vote du budget. Retour aujourd'hui sur les élections départementales. Que faut-il retenir de ce scrutin? Quels enseignements vainqueurs et vaincus doivent-ils en tirer? Et pour faire le bilan, ce soir je reçois Ismaël Havane. Bonsoir. Vous êtes né le 20 novembre 1976, vous avez donc 38 ans. Vous étiez conseiller général depuis 2008 et le 29 mars dernier, le couperet est tombé. Au second tour, vous n'avez rassemblé que 37% des voix sur le canton de Maurepas. Vous avez été battu par la droite, le ticket Alexandra Rossetti, Yves Vandeval. Cette défaite, on y reviendra. Pour vous, c'est un échec personnel ou c'est d'abord l'échec de la gauche? Permettez-moi de rectifier ce que vous dites. Vous dites que 37%. Je le trouve bien insuffisant pour remporter le canton, en tout cas. Bien aimable. En tout cas, ce qu'il faut savoir sur ce canton de Maurepas, c'est qu'il a été redessiné. C'est plus le canton de 2008. Il a été réorienté vers la vallée de Chevreuse, qui est ce qu'il est. Hein. Tout le monde sait que c'est, une zone très rurale qui est complètement différente de ce qu'était le canton de Maurepas. Donc forcément, la nature de l'élection n'est pas du tout la même. Donc, et juste pour vous rappeler un fait, on a fait 37% sur l'ensemble du canton. Sur Maurepas, on est à 40%. Les élections ne sont pas toutes comparables, mais par rapport aux élections municipales, on fait plus 1200 voix, ce qui est quand même beaucoup. Donc ce n'est pas que, on a fait une très belle campagne. Sur Voisin, je crois que le Parti Socialiste n'a jamais, sur les 10 dernières années, n'a pas atteint ce score-là, donc ce qui est un score très élevé. Donc s'il vous plaît, certes le contexte est national, vous êtes d'accord pour dire que c'est insuffisant pour remporter le canton? Le contexte national était très difficile. Pour nous, le canton et le redécoupage n'étaient pas en notre faveur. Nous n'avons pas démérité, d'autant plus qu'en tant que sortant, j'ai fait le job et je n'ai pas reçu de critiques de ce côté-là. Donc je suis aussi dans une logique de rebond aujourd'hui et je tiens à saluer, et j'en termine là, tous ceux et toutes celles qui ont voté pour nous. Parce que c'est 37%, mais c'est 37% quand même, monsieur. Anne Capio, vous êtes née le 27 mars 1959, vous avez donc 56 ans, vous êtes maire adjointe à Elancourt en charge de l'éducation et du numérique. Au départemental, vous vous présentiez aux côtés du maire d'Elancourt, Jean-Michel Fourgousse, sur le canton de Trappes. Au second tour, avec 53% des voix, votre binôme a battu celui de la gauche, composé de Janine Marie, conseillère sortante, et de Alain Hadjadj. Cette victoire, c'est une volonté de renouvellement, selon vous, des électeurs, ou c'est un choix par défaut, finalement? Bonsoir. Je pense que cette campagne a été très, très terrain en ce qui nous concerne. On a fait tout le canton. Monsieur Wann précisait que le canton n'était pas en leur faveur, mais il n'était pas, nous non plus, en notre faveur, puisque les cantons ont été redécoupés. Et que donc, dans le canton, il y a donc la ville de Trappes, de la Verrière et d'Elancourt. Trappes et la Verrière très ancrée à gauche. Très ancrée à gauche et Elancourt à droite, effectivement. Donc je pense que nos 53%, on les doit à une campagne de terrain, de proximité avec les habitants et aussi d'explication de ce qu'était le rôle du département vis-à-vis d'une commune et d'une intercommunalité maintenant. Juste, si vous me permettez. On aura peut-être l'occasion de débattre, à moins que ce soit vraiment urgent là-dessus. Non, mais c'est juste, vous me permettez, vous faites, je pense, une mauvaise analyse en fait, du redécoupage des cantons. Pour une simple raison, c'est que certes, votre canton a été redécoupé, mais il est dans la même circonscription. Lorsque vous regardez le canton de Maurepas, il est à cheval sur 2 circonscriptions. Moi, en tant que conseiller général de Maurepas, sur la vallée de Chevreuse, les gens ne me connaissaient pas. Vandeval, qui était conseiller général depuis des années sur Maurepas, les gens ne le connaissaient pas. Donc c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Et M. Fourgousse était déjà
député de cette circonscription. Donc c'était dans un territoire que vous connaissiez déjà. Sur les redécoupages, on y reviendra tout de suite après le jingle. L'hebdo politique sur Sensation. Et pour cette émission spéciale bilan des élections départementales, nous allons commencer par nous concentrer sur le département des Yvelines avec forcément une donnée qui frappe les esprits. 100% du conseil départemental des Yvelines est désormais à droite. 42 conseillers départementaux qui représentent la liste Ensemble pour les Yvelines. Pierre Bédier, le président du conseil général départemental s'est félicité de cette réussite. Est-ce que c'est votre cas également, Anne Capio? Est-ce que ça vous satisfait 100% des élus à droite? Bien sûr que ça nous satisfait. On est content d'avoir remporté ces élections départementales. Alors, je sais qu'il y a débat sur la démocratie au sein d'une assemblée qui est uniquement représentée par une couleur politique. En même temps, voilà, on a été élus démocratiquement. Donc oui, je suis complètement satisfaite de cette élection. Alors j'imagine, à contrario, Ismaël Havane, c'est complètement l'inverse. Est-ce que vous êtes inquiet ou finalement vous... Faut pas dire que c'est complètement l'inverse. Il faut avoir un discours de vérité. Très simple. Voilà. Je sais qu'à un moment, lorsque la gauche avait le Sénat, l'Assemblée, les départements, la région, etc., qu'est-ce qu'on entendait en face à droite? C'est inadmissible, il y a un manque de démocratie, on n'est pas représenté, patati patata. Là, on est dans un cas de figure qui est, me semble-t-il, encore plus grave. Certes, c'est la démocratie, hein, et il n'y a rien à redire sur l'élection qui vient de se passer, mais il n'y a pas lieu de se réjouir d'avoir une majorité, je dirais, de tous les cantons sur le département des Yvelines, parce que c'est mortifère pour la démocratie, et je dirais même ne pas avoir d'opposition, c'est extrêmement grave pour les Yvelinois pour une simple raison, c'est que vous parlez de 37% tout à l'heure, mais c'est 40% sur, un peu plus de 40% sur Trappes. Est-ce que au niveau de l'Assemblée départementale, les 37% ou les 40% sont représentés? Ils ne le sont pas du tout. Donc c'est un certain nombre d'habitants des Yvelines qui ne sont pas du tout représentés, et c'est pas à la marge. C'est quand même énorme. Anne Capio, vous comprenez ça? Donc pour moi, il n'y a pas lieu de s'en réjouir, et moi je suis d'autant plus inquiet qu'en tant que conseiller général sortant, nous avons réussi à réorienter certaines politiques qui étaient extrêmement graves pour le département. Le financement aux grandes entreprises, on allait vers la catastrophe, et je fais partie de ces élus qui ont réorienté cette politique-là. Aujourd'hui, on finance prioritairement les PME, et je m'en réjouis, et c'est très bien. Avant, on donnait des millions d'euros à des grandes entreprises qui déménageaient, et c'était l'argent public qui était même pas, qui était mal utilisé. Et ça, c'est de l'opposition qui l'a fait, et c'est utile. En tant que conseiller général sortant, ce que j'avais fait, j'avais travaillé pour le maintien des PMI sur Coignères, sur Lavarrière. Aujourd'hui, je sais, parce que j'ai encore des contacts, que ce projet est réouvert pour rationaliser les centres de PMI. C'est-à-dire ce qu'on avait maintenu, aujourd'hui, plus personne ne sera là pour le défendre. Et donc, du coup, il n'y a pas lieu de se réjouir, et je trouve que c'est inquiétant pour les habitants des Yvelines. Anne Capio, est-ce que vous comprenez cette inquiétude, finalement ? Alors, on a été élus, donc effectivement, et on a fait le grand chelem sur une seule couleur politique. Qu'est-ce que ça va impliquer pour nous? C'est que ça va être un mandat plus déterminant, où il va falloir qu'on soit plus mobilisés entre nous, plus à l'écoute des habitants, parce on agira aussi pour les 38%, effectivement, c'est vous qui le dites, hein. D'électeurs qui n'ont pas voté pour nous, mais on est quand même élus de tous les habitants du canton. Donc c'est vrai qu'il va falloir qu'on soit plus mobilisés, plus déterminés, plus imaginatifs aussi, puisque avec la baisse de la dotation, 11 milliards sur le national, et pour le département, ça doit représenter à peu près 130 millions d'ici 2017. Il va falloir faire preuve d'imagination pour pouvoir maintenir le tissu économique sur le département et promouvoir des projets innovants. Justement, vendredi, on va voter le budget 2015 pour le département. Vous le dites, les dotations sont en baisse. Ça va être forcément un budget de rigueur. Est-ce que vous avez peut-être des premières indications sur les financements, sur les dossiers qui vont voir peut-être leur financement baisser ? Le débat d'orientation budgétaire a lieu mardi, donc pour l'instant, peut-être dans les papiers, je n'ai pas de scoop effectivement à vous donner. Mais c'est vrai que ça va être une gestion de rigueur. On ne peut pas continuer effectivement à dépenser. Il faut mutualiser les services. Vous parliez des services de PMI, effectivement. Centre de protection maternelle et infantile, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas. Voilà, qui sont sur des endroits sur le territoire
un peu disséminés, oui, il y aura sans doute des regroupements qui seront faits. Oui, je pense. Vous êtes inquiet, vous, pour le budget 2015 ? Écoutez, vous êtes nouvel élu, donc vous n'avez pas d'informations actuellement sur le budget d'orientation que vous allez avoir, je pense, dans les semaines à venir. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que Pierre Bédier, lorsqu'il a repris la présidence, a annoncé sa direction, ses orientations, de manière très claire et très ferme. D'ailleurs, ça a été relaté partout dans la presse. Hein. Il a dit quoi ? Il a dit, ce sont ces termes, hein, du sang et des larmes. C'est-à-dire qu'il considère qu'aujourd'hui, les marges de manœuvre sont insuffisantes au niveau du département, au niveau du budget, et nous n'avons plus les moyens de vivre comme nous le vivions avant. Ce sont ces termes. C'est une réalité, on ne peut pas... oui. Ce sont ces termes. Donc, c'est ces termes à lui, c'est sa réalité à lui. Donc, vous pensez différemment, vous ? Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a des difficultés, certes, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même un des départements les plus riches de France. Donc, si aujourd'hui le département des Yvelines... Il est mieux géré de France aussi, d'ailleurs. Soit. Mais si aujourd'hui on est un des départements qui est le plus riche et qui, je dirais, est dans une logique de rigueur forcenée, que dire des autres départements ? Nous avons des départements voisins, je pensais à l'Essonne, qui, en politique sociale, qui est la compétence première du département, faisaient beaucoup mieux que le département des Yvelines, qui avait une vraie politique de transport, qui n'existe pas dans le département des Yvelines. C'est des choix politiques. Et nous, on orientait notre action sur l'action sociale, qui est une compétence première du Conseil général. Donc, c'est la loi. Et la solidarité, c'est quelque chose qui nous semble important. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous aurez ce débat-là, mais ce sera entre vous. C'est que nous, lorsqu'on avait ce débat avec la majorité de l'époque, c'est qu'on voyait bien qu'il y avait deux lignes de fracture. C'est-à-dire que ceux qui considéraient que solidarité, c'était égal charité, et ceux qui considéraient que la solidarité, c'est un acte de pure, pas d'aide à proprement dit, mais d'aide à ceux qui en ont le plus besoin pour qu'ils puissent rebondir. Et ça, ce sont des débats idéologiques, et ils peuvent avoir tout leur sens que lorsque vous avez une opposition à côté qui ne pensent pas la même chose. Là, vous pensez tous la même chose. Donc, effectivement, les centres de PMI, si vous me dites qu'il faudra les regrouper, machin, etc. C'était annoncé avant la campagne. C'était annoncé avant la campagne. Ce qui ne veut pas dire qu'on va laisser tomber les familles. Nous, on les avait freinés. Voilà, allez expliquer à la Varière. Il y en a Varière. 70 à peu près dans le département. Allez expliquer à la Varière que dorénavant, leur centre de PMI, ce ne sera plus à la Varière, ce sera à Trappes, et que les familles devront prendre le bus ou le train pour aller. Allez leur expliquer. Nous, quand on a découvert ça, moi, quand j'ai découvert ça avec François Deligny, on s'est battu. Le projet a été stoppé. Aujourd'hui, il est rouvert. Il n'y aura personne en face pour le stopper. Pas vous, manifestement, parce qu'au vu de ce que vous dites, c'est votre choix et c'est votre orientation politique et c'est la logique de votre famille politique. Donc, c'est pour ça que quand je dis que pour la démocratie, lorsqu'on a un grand parti comme le Parti socialiste qui n'est pas représenté suite aux élections, certes, c'est la démocratie, mais il n'y a pas lieu d'en s'en réjouir. Il n'y a pas lieu de dire... réduire les dépenses sociales, c'est véritablement la pensée politique de la droite aujourd'hui ? Non, mais quand on écoute M. Wan, voilà, la politique sociale, le cœur, la solidarité, ça n'existe qu'à gauche, ça existe à droite aussi. On n'est pas là, pour dire, voilà, si vous dites, c'est votre politique de réduire les aides sociales. Bien sûr que l'aide sociale, c'est important. Bien sûr que la solidarité, c'est important. Mais moi, je préfère parler d'accompagnement à l'aide sociale. Je préfère parler d'accompagnement, de solidarité. Voilà, quand on prend, par exemple, le RSA. Bon, le RSA, c'est très important, mais c'est un dispositif transitoire. Il ne faut pas que les gens restent dans le RSA. Et voilà, il faut les accompagner tout au long du RSA pour qu'ils puissent. Alors, après, vous prenez l'exemple des PMI. Effectivement, alors, je ne sais pas du tout si la PMI, surtout qu'on ne me fasse pas dire ce que je ne veux pas dire. Je ne sais pas si la PMI de la Verrière sera transférée à Trappes. Mais si tel était le cas, effectivement, il faut aussi que les citoyens comprennent qu'il y a moins d'argent. Je suis désolée. Et avec moins d'argent, on ne peut pas faire plus. Ou on peut pas... Excusez-moi de vous interrompre, mais justement, lorsqu'on donnait 1 million d'euros ou 3 millions d'euros à des grandes entreprises, qui n'est pas forcément la compétence du Conseil général. Moi, je veux bien qu'on fasse du dynamisme économique, ce qui est normal. Mais lorsqu'on donne des millions, tout cet argent, sans contrepartie, qu'on donne à des grandes entreprises qui ne maintiennent pas l'emploi,
qui ne font pas du dynamisme économique et qui déménagent, ça c'est un choix politique. Et tout cet argent, tous ces euros qui sont partis par la fenêtre à la poubelle, c'est de l'argent qui a manqué ou qui manquera pour l'action sociale. Et ça, c'est des orientations politiques. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une réalité effectivement budgétaire et il faut concentrer, je dirais, l'argent là où on en a besoin et sur l'obligation que le Conseil général a d'avoir une action sociale efficace. Et permettez-moi de terminer rapidement, là-dessus. puisqu'il faut qu'on parle d'autre chose. D'accord, mais permettez-moi de terminer là-dessus. La Chambre régionale des comptes, je l'avais dit d'ailleurs ici sur votre plateau, elle a fait un rapport où elle dit clairement le département des Yvelines est un des départements de France qui donne le moins de prestations sociales par habitant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi je considère qu'on a des incompressibles. C'est-à-dire qu'on a un budget qui est ce qu'il est. d'1 milliard 250 millions d'euros. Mais on a des incompressibles. Ça veut dire quoi des incompressibles? Ça veut dire qu'il y a de la solidarité sur laquelle on ne peut pas y échapper. Parce que derrière, c'est de la souffrance, c'est des familles. Donc c'est incompressible, on doit le faire. Et ensuite, on essaie de dégager des marges de manœuvre. On peut aussi faire de la solidarité bien pensée et intelligente, d'accompagnement sans que ça soit un gouffre financier. Voilà. Mais c'est un incompressible. Et une fois qu'on l'a fait, on s'occupe de toutes les politiques au mieux à côté. Mais c'est d'abord ça en priorité. Anne Capio, après on passe à autre chose. D'accord, la compétence première du Conseil général, c'est l'action sociale, madame. Je suis désolé. Mais en dehors quand on est élu sur un département, en tout cas c'est comme ça que moi je considère mon rôle, c'est de pouvoir avoir un levier sur les différentes facettes d'un budget départemental. L'action sociale est effectivement un incompressible. Un incompressible, si vous voulez. Et c'est très important d'être à côté de nos concitoyens et de les assister et de pouvoir subvenir à leurs besoins, les aider, les accompagner encore une fois. Mais c'est pas uniquement c'est un grand rôle du département, mais il y a aussi il y a aussi le développement des grands projets, des infrastructures, le développement de la modernisation des outils dans les écoles, dans les collèges. Et donc voilà. Et puis accroître en ces temps de disette aussi les coopérations entre conseil général, communes, intercommunalités pour essayer de justement mutualiser les moyens, y compris au niveau des aides sociales, pour essayer d'avoir un budget complet. Mais on a vu vos différences, il faut qu'on aborde un autre sujet. Vous avez la démocratie. 10 secondes et après on passe à autre chose. S'il vous plaît. Juste sur la démocratie, il y a 2-3 mois, ou un peu plus, il y avait un projet porté par Bédier qui était de restructurer les commissions. Donc vous savez, il y a eu la commission permanente et il y a la séance plénière. Donc son idée, c'était de supprimer la séance plénière qui est accessible au public pour concentrer tout dans la séance permanente. J'ai pas entendu parler de ça du tout. Je vous l'apprends. Bon. Et à l'époque, nous... On n'en a pas du tout parlé en interne. Ce sont des sujets quand même très précis. Je sais pas si... C'est des sujets qui portent sur la démocratie. C'est-à-dire que quand on supprime une séance... Finalement, ce n'est pas arrivé. C'est pas arrivé parce qu'on était là. D'accord. Je pense que même nous, les nouveaux élus, on n'aurait pas accepté. Et on a eu peur que ça arrive, c'est ça, vous voulez dire? On a eu la chance d'avoir quelques élus de droite, pas beaucoup, qui se sont aussi offusqués, et ça a freiné le projet. Mais demain, si ce genre de projet qui finalement ficelle le rôle d'un conseiller départemental maintenant, et lui limitant moins son action et moins sa parole, qu'allez-vous faire? Comment écoutez, ne plus rendre publique la séance des conseils départementaux, ça me semble une aberration, effectivement. On passe à un autre sujet et on va regarder le report des voix. Au premier tour sur le département des Yvelines, 31% des voix pour la gauche, sur l'ensemble de la gauche, 45% pour l'ensemble de la droite au premier tour. Et le Front National a réuni pour ce premier tour 20% des voix. Il reste quelques pourcentages avec les voix divers et de Debout la France. Anne Capio, le Front National est-il devenu une force politique qui compte pour vous dans le département avec ses 20% aujourd'hui, même s'il n'a pas de représentants? C'est un groupe politique comme un autre, qui est représenté sur les territoires. Nous avons là le Front National qui est présent. Que ce soit un danger, non, je ne le pense pas. Parce que... pas plus qu'un autre, finalement. Pas plus qu'un autre. Voilà, ils se battent sur des sujets qu'on ne partage pas. Et par contre, ils se battent très très mal sur des budgets économiques où là, c'est du grand délire. Et je pense qu'avec un dialogue construit avec les citoyens, les gens ont compris que le Front National, c'était quand même pas
le parti, le premier parti de France, comme il a été dit à un moment par les mêmes militants. Ismaël Havane, le fait que le Front National n'ait remporté aucun canton, est-ce que c'est une forme de satisfaction malgré la défaite de la gauche ? Non, effectivement, c'est la démocratie. C'est un parti qui a le droit de se présenter, qui a fait le score, qui a un score très élevé sur le département des Yvelines, d'autant plus élevé que plus l'abstention est forte, plus ça met en lumière le score du Front National. Donc ça, c'est le premier élément. 55% sur le département des Yvelines. Deuxième élément, c'est que moi, je suis un peu moins, comment dirais-je, c'est pas que j'ai peur, mais je suis un peu moins, parce que vous dites que ça vous inquiète pas. Donc moi, je suis pas inquiet, mais je ne dirais pas que ça m'inquiète pas. Parce que la progression du Front National sur les dernières années est assez spectaculaire. Et qui dit que demain, cette progression sera stoppée ? Elle sera stoppée par effectivement des politiques à mettre en face. Mais en tout cas, ils sont dans une dynamique que les partis traditionnels sur lesquels ne sont pas. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Et pas dans les Yvelines, du coup, puisqu'ils n'ont aucun... Ils auraient pu avoir des élus, ils n'en ont pas. Certes, mais c'est la troisième force dans les Yvelines. Ils ne sont pas à 3%, 5%. Ils sont à 20% au premier tour, ouais. Comme les autres années, ils sont à quasiment 20%. C'est beaucoup, 20%. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut tenir compte de ça, à la fois pour le département, mais je crois que ça se gère surtout au niveau national sur la réponse qu'on peut apporter par rapport à la montée on en parlera dans la deuxième de ce parti-là. Partie de l'émission. Juste, vous parliez de l'abstention, est-ce que je peux rebondir là-dessus ? 55% au second tour sur le département, c'est 5 points de plus que sur l'ensemble du pays. Est-ce que c'est un taux d'abstention, 55%, qui gâche un peu la fête à droite, par exemple ? Est-ce que c'est une victoire incontestable, mais du fait qu'il y ait autant d'abstention, est-ce qu'on se dit les gens ne soutiennent pas tant que ça, finalement ? Non, moi, ce que je me dis, c'est que tous ces gens qui n'ont pas été votés, c'est soit des gens qui font un rejet global de la politique, parce qu'ils ne s'y retrouvent pas. Et nous, les partis, on a un grand rôle à jouer. Pas d'adhésion à la droite. De pédagogie pour aller voir ces gens-là et dialoguer et expliquer qu'aller voter, c'est important et qu'il faut vraiment le faire. Je crois qu'il y a un rejet aussi global des citoyens par rapport à la politique nationale qui est menée en ce moment. Et que, voilà, c'est aussi une forme de protestation de ne pas aller voter, malheureusement. Malheureusement, c'est aussi une forme de protestation. Vous dites que c'est finalement la faute de l'UMP et de l'ensemble des forces de gauche si l'abstention est aussi importante aujourd'hui. Mais donc l'UMP prend sa part de responsabilité. Je crois qu'on a un grand rôle pédagogique à faire auprès des électeurs pour essayer de les raccrocher à des projets qui soient plus des projets concrets. Et justement, sur le département, j'ai la chance d'avoir été élue et c'est bien mon intention d'être une élue de terrain pour essayer d'accrocher les gens et de leur faire comprendre qu'on a une politique qui est là au service des habitants. Ismaël Havane, vous portez quel regard sur l'abstention aujourd'hui ? Moi, je suis d'accord avec ce que vous dites. Non, je ne suis pas fataliste. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Ce que je me suis bien rendu compte en porte-à-porte, c'est que moi, par exemple, sur mon action de conseiller général, je n'ai pas eu de critique sur le travail que j'ai fait. Globalement, les gens considèrent que j'ai fait le job. Et même en porte-à-porte, les gens sont plutôt contents de ce qui a été fait. Par contre, on sent bien qu'il y a il y a un besoin d'expliquer, je dirais, la politique que l'on mène, que ce soit gauche ou droite, d'expliquer le rôle de chaque institution, parce qu'on se rend compte finalement, et ça a toujours été le cas, malheureusement, que le département, c'est pas très connu, que la région, pareil, la municipalité, c'est beaucoup plus, les gens connaissent un peu plus, mais quand vous grattez, vous vous rendez compte que c'est pas forcément beaucoup plus simple aussi. Donc il y a vraiment, je dirais, un effort pédagogique à faire de ce côté-là, parce que c'est triste lorsqu'on est dans une élection locale, lorsque vous avez des sortants, gauche ou droite, peu importe, et lorsque vous avez le sentiment d'avoir fait votre job, qu'une dimension nationale prenne le pas et finalement l'emporte sur le local. Donc c'est ce qu'on a, nous, subi. Il faut qu'on en tire les conséquences pour avoir finalement ce rôle pédagogique et de répondre au local, c'est peut-être déjà le cas, mais surtout au niveau national, au plus proche des préoccupations des gens, parce qu'il y a un gros souci. Voilà.
Je vous propose maintenant de faire une pause musicale et on se retrouve dans quelques minutes. On va continuer à faire le bilan de ces élections départementales, mais d'un point de vue cette fois-ci national. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. De retour dans l'hebdo politique en compagnie d'Ismaël Havane, conseiller municipal, ancien conseiller général ou départemental, battu il y a 2 semaines sur le canton de Maurepas. D'ailleurs, dites-nous, est-ce que ça vous manque déjà votre rôle de conseiller départemental ou vous ne vous en rendez peut-être pas encore compte finalement, vu que c'est il y a seulement 2 semaines? Ouais, ce qui me manque, c'est le contact sur des projets. J'avais une permanence, donc ça me permettait d'être utile et d'aider les gens. Donc ça me manque. Ensuite, moi, j'étais un conseiller général un peu atypique parce que j'étais un des rares conseillers de l'époque qui avait maintenu son activité professionnelle. Donc, je ne suis pas un professionnel, entre guillemets, de la politique. Je ne vis pas de la politique et j'ai jamais voulu vivre de la politique. Donc, j'ai un boulot à côté. Moi, je suis ingénieur, donc je l'ai toujours été. Donc, je continue mon activité. Et je suis toujours conseiller municipal à Maurepas. Et il y a du boulot, vu tout ce que nous fait notre maire sur notre commune. Donc je ne m'ennuie pas du tout. Et je suis toujours aussi motivé, même plus que jamais, à continuer à défendre mes idées. Sur Maurepas, parce que c'est important, parce que là, on va vers la catastrophe avec ce nouveau maire, là, si je peux me permettre. Ouais, on aura peut-être l'occasion d'en parler dans une autre émission. C'est pas le sujet, mais bon, c'est catastrophique. Et au niveau, comment dirais-je, départemental, moi, je souhaite participer avec les anciens conseillers généraux à la reconquête, à la reconstruction, parce qu'on a tous, les uns et les autres, conseillers de gauche sortants, fait un travail extraordinaire. Enfin, c'est vrai que quand je le dis, c'est pas très objectif, mais réellement, la population a apprécié notre travail. Il y a eu des difficultés locales parce que la gauche n'a pas, sur certains cantons, réussi forcément à se rassembler au premier tour. C'est le cas, par exemple, au Mureaux, où le Front National est passé devant. Donc ça, il faut corriger ça à l'avenir. C'est pas bon pour la gauche. Il y a eu des circonstances nationales. Il y a un congrès qui s'ouvre au Parti socialiste. C'est à nous aussi de peser là-dessus pour des orientations nouvelles qui répondent aux attentes des Français. Pour cette hebdo politique spéciale bilan départemental, nous sommes également en compagnie d'Anne Capio. Alors pour vous, c'est votre première fois ce mandat. Est-ce que c'est difficile de s'organiser avec votre rôle également de maire adjointe à Elancourt ? C'est une organisation à avoir, effectivement. Donc là, on s'organise petit à petit. Mais bon, moi, j'ai pris une position à la commission éducation du département, qui est... c'est votre rôle également à la mairie d'Elancourt. Qui est mon rôle, effectivement, à la mairie d'Elancourt. Donc je suis dans mon domaine. Et donc je ne désespère pas. Et comme je suis une femme, je suis très organisée. Et donc je pense que ça ne posera aucun problème. Alors la grande nouveauté apportée par ce scrutin, c'est la parité. Les assemblées départementales sont désormais composées à 50% de femmes et d'hommes. Bémol tout de même, les femmes ne sont que 10 à être présidentes des conseils départementaux sur les 101 que compte la France. Cette supposée parité est-elle finalement un leurre quand on voit qu'il n'y a que 10 femmes qui sont présidentes des conseils départementaux sur 101? Ça fait 10%. Ouais, écoutez, moi je dirais que c'est plutôt une avancée cette loi. Ça a permis quand même au niveau des départements d'avoir en tout cas des conseillers départementaux femmes. Donc moi je dirais que c'est plutôt une avancée. Il y en a 10, c'est un bon début. On n'aurait pas pu aller plus loin en imposant peut-être une parité. Je ne sais pas si c'était possible, mais non, je crois qu'il faut pas non plus être. Vous savez, moi, je suis pas féministe. Bon, voilà, je ne crache pas sur cette loi qui nous a permis d'avoir la parité. Après, parité veut dire aussi compétence. Je ne connais pas personnellement les 10 présidents de conseils départementaux qui ont été élus parmi les femmes, mais je pense qu'il faut pas confondre compétences et parité. Après, c'est un bon début, c'est bien. On était plutôt contente de cet état de choses. Après, ça va venir. Ismaël Havane, sur cette parité. Je suis toujours stupéfait quand j'entends. Il se trouve que ça vient de vous. Vous êtes une femme, donc on peut rien dire. Mais je suis toujours stupéfait lorsqu'on en parle de parité. Tout de suite, on fait un lien avec la compétence. Et peut-être parce que les hommes étaient plus habitués à faire de la politique que les femmes. Non, mais c'est-à-dire que ça veut dire quand même que lorsqu'on parle de parité et d'une femme en politique, le premier réflexe, c'est de parler de compétence. Moi, ça me choque. Je vous le dis. Moi, quand on parle de parité et de femmes en politique, le premier réflexe qui me vient, c'est pas la compétence.
C'est pas du tout ça. C'est autre chose qui me vient en tête, mais pas du tout la compétence. C'est quoi? Moi, je pars pas du principe que parce qu'il y a la parité et que ça a amené des femmes dans les assemblées, que tout de suite doit se poser la question de la compétence. Je pars du principe que toutes les femmes qui sont engagées dans ces élections-là sont compétentes. Il n'y a aucune raison d'en douter, il n'y a aucune raison de le relever. Par contre, ce que vous pouvez remercier la gauche, si ça vous écorche pas la bouche, mais je pense pas. Vous pouvez remercier la gauche parce que cette loi, elle a été faite par la gauche, donc c'est une avancée, comme vous le disiez, qui n'a pas été d'ailleurs saluée à sa juste valeur, cette nouvelle avancée qui a été proposée par la gauche, parce qu'aujourd'hui, les assemblées sont toutes paritaires, donc c'est extraordinaire. Il y avait un gros travail à faire sur les Yvelines, on partait de loin, et si la gauche n'avait pas fait cette loi-là, sur le département des Yvelines, comme dans d'autres, mais en particulier dans le département des Yvelines, on aurait attendu 500 ans pour que ça change. Et si vous me permettez, il y avait 6 femmes au Conseil général avant cette mandature, donc aujourd'hui il y en a 50-50, donc c'est très bien. 21, il y avait 0 vice-présidence, 0. Donc, et nous, en tant qu'opposition, à l'époque, on a toujours souligné ce déficit, même si on ne souhaitait pas être vice-président parce qu'on ne pouvait pas s'inscrire dans la majorité, mais on le faisait pour, je dirais, la représentativité qui nous semblait importante. Et il nous semblait important d'avoir des vice-présidentes de droite au sein de l'Assemblée départementale. Donc voilà, nous, on a toujours tenu ce discours de vérité. Et vous voyez avoir une opposition intelligente, qui est construite, qui a les pieds sur terre, et ben c'est on en revient à la question de la première partie. Voilà, bah oui, c'est très important. Et finalement, nous sommes dans la seconde. on a défendu avant l'heure, ce dont vous parlez aujourd'hui et que vous appréciez. Cette initiative, est-ce qu'il faudrait peut-être la faire pour toutes les élections, par exemple? Ou alors, comme vous dites, toujours rechercher la parité, c'est pas forcément... Elle est déjà appliquée au niveau des conseils municipaux. Conseils départementaux, conseils régionaux aussi, j'imagine. Donc, je ne sais pas s'il faut... en fait, si vous voulez, je ne sais pas si on a... Enfin, c'est un peu dommage qu'on ait besoin d'une loi pour ça. Voilà, mon sentiment est là-dessus. Le problème, c'est que si on ne fait pas la loi, de même... Oui, mais les mentalités vont évoluer. Ça, c'est ce qu'on dit. Parce que jusqu'à présent, ça a évolué par la loi. Parce que vous dites les mentalités ont évolué, mais les mentalités ont évolué par la loi. Aujourd'hui, il se trouve que la parité qui a été faite depuis des années par la loi, d'ailleurs souvent par l'avancée de la gauche, a fait évoluer les mentalités. Donc c'est la loi qui a fait évoluer les mentalités. Ce n'est pas les mentalités qui ont évolué, qui ont amené une loi. Donc il faut être très prudent lorsqu'on dit « Oh, vous inquiétez pas, ça va évoluer ». Ça va évoluer, rien du tout. Et d'autant plus que sur l'Assemblée, bien sûr, apparemment. Bah oui, d'autant plus que sur les assemblées départementales. Donc ça, on peut pas faire de loi là-dessus. Mais il n'y a pas de représentativité. Regardez les assemblées, vous avez toujours à peu près le même type d'hommes ou de femmes. Au niveau des tranches d'âge, c'était à peu près toujours pareil. En tout cas, les présidents des conseils départementaux étaient rajeunis 4 ans. Au niveau des activités professionnelles, en général, vous avez beaucoup de maires, des gens qui cumulent beaucoup de postes politiques. Vous avez rarement des gens qui viennent de la société civile. Moi, je faisais partie des rares ingénieurs qui travaillaient, qui avaient moins de 35 ans. J'étais élu, il y a moins de cumul aussi. Hein. J'avais 31 ans. Aujourd'hui. Donc, la représentativité de l'Assemblée départementale, elle colle pas, finalement, à la population. Alors, vous voulez rebondir là-dessus ou on passe à autre chose? Il y a quand même une réflexion à faire. Ce ne sera pas par la loi, mais il y a quand même une réflexion à faire à ce sujet-là, parce que je pense qu'une politique est efficace, une assemblée est efficace, lorsqu'elle représente la population. Alors allez-y, répondez, et puis non, on mais passe alors, à nous, autre chose. au niveau de la nouvelle assemblée au conseil départemental, je crois que le plus jeune conseiller a 36 ans. Donc, il y en a toujours un qui a 36 ans sur les 40. Voilà, la moyenne d'âge, à mon dire. avis, est aux alentours de 45 ans à peu près. Mais ce n'est pas une question d'âge. Mais à culpa, je ne l'ai pas sur moi. Au niveau des compétences... C'est une question de diversité, des compétences, des parcours socio-professionnels, habitat, etc. Par exemple, il n'y a pas de chômeurs, par exemple. On devait passer à autre chose, donc on va le faire. Je vais imposer un autre sujet. Revenons à des débats plus politiques. Le Premier ministre Manuel Valls a très vite déclaré après la défaite du second tour qu'il n'y aura pas de changement du cap politique ni de remaniement. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure façon de réagir à cette défaite, vous qui êtes du Parti socialiste? Moi, je suis du Parti socialiste. Moi, ce que j'avais souhaité au départ, et ça concerne que moi, c'est que cette élection, elle est locale. Enfin,
tout le monde est d'accord pour dire que c'est une élection locale. Et moi, j'ai fait la campagne, voilà, sur mon bilan, sur le local. Et c'est vrai que la politique, enfin, cette élection a très vite pris une tournure nationale. Donc, du coup, ça nous a échappé, nous, surtout les sortants. Et vu le contexte, c'est quelque chose en plus qui s'ajoutait finalement en difficulté, entre guillemets, à notre campagne. Donc, sur l'orientation, moi, j'aurais souhaité qu'on reste dans une dimension locale. Mais aujourd'hui, on l'a pas été. Est-ce qu'il faut changer de cap politique ou pas, sachant que les gens ont voté à droite? Donc finalement, l'initiative lancée par François Hollande et Manuel Valls, c'est finalement la bonne. Ouais, mais écoutez ce que je suis en train de vous dire. Moi, je suis en train de vous dire que j'étais dans une logique locale. Donc quand je suis dans une logique locale, c'est pas une dimension nationale. Donc est-ce qu'on a voté? Donc il n'aurait pas fallu changer de cap. Est-ce qu'on a voté pour ou contre la politique du gouvernement? Ça semble être le cas, manifestement. Donc est-ce que Manuel Valls doit le prendre en compte ou pas? Alors que le débat était pas celui-là. Est-ce qu'il doit prendre en compte un changement de cap? Moi, je fais partie de ce groupe OPS qui pense qu'il doit avoir une inflexion au moins sur la partie économique. À gauche ou à droite? Une inflexion à gauche, sur l'économie. Je dis ça parce que c'est pas forcément logique, sachant que les gens votaient à droite pour ces élections. Non mais quand je vous dis un changement de cap, c'est-à-dire que la politique qui est menée actuellement au niveau économie, on sent bien que ce soit au niveau des sympathisants de gauche ou de toutes les hommes et les femmes qui ont voté pour François Hollande, ils ne s'y retrouvent pas. Donc le fait de réorienter sur notre orientation première, c'est celle-là qui doit être l'orientation, moi, que je préconise. Et c'est cette orientation sur laquelle beaucoup de gens ont voté. Donc orientation, quand vous dites orientation vers la droite, je n'avais pas compris votre question, mais je ne pensais pas que vous me posiez ce genre de questions. Comme on dit dans le jargon. Je ne pensais pas que vous me poseriez ce genre de questions. Alors vous savez, moi j'ai toujours été dans un courant qui a été au NPS, Nouveau Parti Socialiste, etc. Donc je suis plutôt orienté vers... Frondeur non, pas frondeur. J'ai à toujours gauche été du Parti Socialiste, à la gauche du Parti Socialiste, avec une réalité quand même économique, parce que je viens du monde industriel. Voilà, moi, il ne s'agit pas de raser gratis. Donc la réorientation, s'il doit avoir lieu, c'est sur, je dirais, une politique qui peut aider les plus fragiles d'entre nous, par la relance aussi, parce que c'est important, et c'est des choses que la gauche a déjà faites. Donc... voilà, là, on va avoir un congrès qui s'ouvre au Parti Socialiste. Donc, on aura ce débat-là tous ensemble et on verra bien. Anne Capio, cette victoire de l'UMP, est-ce finalement une victoire plus personnelle, celle de Nicolas Sarkozy? C'est ce qu'on a cru comprendre un peu dans ses propos de l'après-second tour. Pour vous, c'est la victoire de l'UMP ou la victoire de Nicolas Sarkozy? Alors, moi je pense que c'est la victoire de la droite, la victoire de Nicolas Sarkozy. C'est sûr que Nicolas Sarkozy y est pour beaucoup, puisque c'est lui qui dynamise notre mouvement actuel. Voilà, c'est le président de notre groupe UMP. Mais je pense que c'est aussi un rejet global de la politique qui est menée par la gauche au national actuellement. Mais donc pas d'adhésion, encore une fois, à la droite forcément. Il y a un rejet, mais il n'y a pas d'adhésion. Si, finalement, si vous il rejette la politique qui est mise en place à gauche actuellement et que forcément ça se rabat sur la droite. On ne parle pas des abstentionnistes, on parle de ceux qui ont voté pour l'UMP, pour nous. Voilà, on sent très bien que ce gouvernement va dans le mur, et plus il va dans le mur, et plus il y va encore. Vous disiez, bon voilà, est-ce que Manuel Valls doit réorienter son gouvernement face à cette défaite d'une succession d'élections? Est-ce que vous avez déjà connu aussi d'élections locales, défaites successives locales, Sarkozy en a connu aussi. Mais qui finalement il n'a pas changé de cap pour donne un reflet de votre politique au niveau national. Eh bien non, le président et le Premier ministre nous disent non, on continue, on ne change pas de cap. Tout va mal, mais on y continue, on continue. Bon, voilà. Moi, je crois quand même il reste 2 ans et demi un peu plus de mandat à François Hollande. Nous, on va avoir un congrès qui s'ouvre aujourd'hui. Lorsque je lis la presse économique, j'entends parler de reprise à venir, les signaux commencent à être au vert, etc. Donc, faut pas dire. Mais sur quels critères? Sur quels critères ils annoncent ça? Quand M. Sapin nous annonce que allez lire le Figaro. Le Figaro, c'est ce qu'ils disent aussi. Donc, vous lisez le Figaro, Ismaël Ervan? Je regarde tous les journaux. En tout cas, j'invite Madame à lire le Figaro, puisque elle me dit sur quelle base qu'elle aille regarder. Mais en tout cas, tous les économistes, en toute sincérité, tous les économistes
prévoit une reprise à venir. Donc on ne peut pas oui, mais affirmer... dû à un contexte On international. ne peut pas affirmer comme En ça, France, on va on droit verra dans le ce que mur. ça va Non, mais c'est donner. pour corriger ce que vous dites à D'accord. l'instant, on va droit dans le mur. Enfin, il ne faut pas dire ça. Si, en France, oui, on va droit dans le mur. Mais Donc si. aujourd'hui, la prévision est une prévision qui semble s'éclaircir. En tout cas, nous, on a un travail que je ne veux pas faire ici, parce que ce n'est pas le lieu. On a un travail à faire au congrès du Parti socialiste, qu'on fera, où chacun prendra ses responsabilités, et c'est la force du Parti socialiste aussi, d'être un parti où on peut débattre, qui est un vrai parti où la démocratie, comme nous, en fait. Comme l'UMP. démocratie règne. En tout cas, moi je parle du Parti socialiste, je suis content d'y être. Il y a un vrai débat démocratique qu'on va avoir et il y aura des contributions. J'espère que dans tous les partis politiques, il y a un débat démocratique. Anne Capio, selon vous, est-ce que le tripartisme est durablement installé en France ? C'est ce qu'avait un peu dit Manuel Valls, c'est ce que dit aujourd'hui l'ensemble des cadres politiques, c'est-à-dire le tripartisme, c'est trois partis leaders qui s'affronteraient à chaque élection pour remporter la mise. Est-ce que vous pensez que ça y est, c'est installé maintenant, que c'est fini la vie PS-UMP ? En tant qu'élu local, je demande votre avis en tant qu'élu local. Je pense que les gens ont un... Je ne sais pas si le tripartisme est encore d'actualité. Je pense que ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que les gens font un rejet de la politique et du politique en général. Et ils ont envie de se rapprocher de politiques qui soient des politiques de terrain et qui leur parlent vrai, qui leur parlent avec leurs mots à eux et qui sont au plus près de leurs préoccupations. Après, tout ce qui est au national, je pense que ça dépasse un peu ce qui se passe, nous, au local, sur une commune ou un département. Sur cette question du tripartisme, est-ce qu'elle s'est installée ou finalement le FN est un phénomène de... Non, moi je veux quand même rester, rester optimiste. C'est vrai que François Hollande, moi c'est quelqu'un que je soutiens. On ne le rappelle pas souvent, mais c'est vrai que les déficits publics ont explosé pendant la mandature de Sarkozy. Donc on part quand même ça veut dire quoi ? C'est pas vrai ? C'est-à-dire que vous trouvez que ça va beaucoup mieux ? Non, mais allez regarder les chiffres. Il y a une explosion des déficits publics pendant qu'il était président. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Et l'argent, il se fabrique pas, c'est pas de la magie, faut le résorber. Non. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc ce que je vous dis là, c'est la réalité, quoi. Donc il part de ça, il est en train de le faire. Donc par rapport au tripartisme, moi je pense que si la situation économique s'améliore, si la gauche a la capacité de se réorienter et de répondre de manière très proche sur l'attente des Français, je pense que le Front National aura une dynamique beaucoup moins forte. Parce que la constante de l'histoire a toujours été que lorsque le chômage augmente, le Front National augmente. Ça a toujours été une constante de l'histoire. Et ça a toujours été une constante de l'histoire dans des moments difficiles économiquement, par rejet ou par abstention, le Front National a gonflé. Donc je veux être optimiste et croire que la gauche, que François Hollande, que la France peut s'en sortir et peut aller mieux. Et de ce fait, de manière, je dirais, mécanique, réduira la dynamique du Front National. Dernière question, chacun d'un point de vue national. Ismaël Havane, êtes-vous pour un rapprochement avec les Verts, du Parti Socialiste avec les Verts ? C'est la question qui se pose. Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous conviendrait ? Écoutez, je ne sais pas pourquoi cette question se pose, pour une simple raison, c'est que les Verts et le Parti Socialiste ont déjà gouverné ensemble. Il y a eu de la gauche plurielle à une certaine époque. Donc, c'est des cycles. Il y a un moment, ça se rapproche, ça s'éloigne, etc. Je pense qu'on a, dans des périodes telles qu'on les vit aujourd'hui, on a tout intérêt à être les plus nombreux possibles et à être rassemblés. Parce que ça, c'est quelque chose qui me semble important. Mais ça doit se faire aussi sur des logiques, je dirais, de projets et d'idées qui soient évidemment communes. Mais il n'y a aucune raison pour que les Verts et le Parti Socialiste ne continuent pas à travailler ensemble. Mais c'est un débat aussi, encore une fois, qui sera ouvert dans les moments à venir et à la suite du Congrès aussi. Anne Capio, quel regard vous portez sur la rénovation de votre parti lancée par Nicolas Sarkozy ? On connaît maintenant le nouveau nom, les Républicains. Ils souhaiteraient réformer les statuts. Est-ce que c'est une démarche qui est bonne selon vous ou...
Oui, je pense qu'on était à un tournant où il fallait que les choses bougent, que le parti se rénove en quelque sorte, et que tout le monde se rassemble le plus possible. Alors pour ma part autour de Nicolas Sarkozy. Après, on que ce verra. soit Alain Juppé ou Nicolas Sarkozy. Voilà, on verra quel sera le chef de file qui ressortira des discussions. Ce qu'il faut, c'est qu'un parti. Notre parti de droite devait se rénover, se rassembler, avoir une dynamique de projet, et je pense qu'on est plutôt bien parti. Alors question un peu futile, mais les Républicains, ça vous oui, va, moi vous, comme ça nom me plaît bien, moi ça me parle bien, les Républicains, ça veut dire quelque chose, et c'est important, et c'est un mot fort. Alors allez-y, mais vraiment rapidement, puisqu'en temps de parole, vous êtes devant Ismaël Havane, donc vraiment rapidement. Oui, rapidement, c'est vraiment de manière sympathique. Une nouvelle fois, je vous invite à copier ce que le Parti Socialiste a fait. Ça va pas être facile. Laissez-moi finir ma phrase. En faisant des débats ouverts, parce que nous, on a choisi nos candidats, vous le savez. D'ailleurs, je crois que beaucoup de gens de droite ont trouvé ça très bien. Donc, une nouvelle fois, le Parti Socialiste dans ce pays a fait avancer la démocratie. Et je vous invite dans cette ouverture de démocratie chez vous. Bon, écoutez, on va... C'est un conseil sympa. Oui, je vais mûrir le conseil. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. C'est la fin de cet hebdo politique. Merci à nos invités, Anne Capio, maire adjointe à Elancourt et conseillère départementale des Yvelines, et Ismaël Havane, ex-conseiller général et également conseiller municipal. Merci d'avoir été présents tous les deux. Vous pouvez retrouver cette émission podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 18h sur Sensation Yvelines. L'hebdo politique.